Le thème à traiter s'appelle la culture olmèque, avec un programme d'introduction aux cultures de Mésoamérique. On les appelle aussi l'Amérique moyenne, qui comprend le Mexique et l'Amérique centrale. Le thème à traiter, c'est la Mésoamérique olmèque. Je vais parler de l'histoire, l'économie, la société, la religion, l'art et les techniques importantes de cette civilisation précolombienne. La carte géographique que vous voyez correspond au territoire mexicain principalement et 5 pays de l'Amérique centrale qui sont cités, marqués en bas en blanc, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua et Costa Rica aussi, mais avec une petite partie, la limite. Mais ces pays importants de l'Amérique centrale et correspond à cet espace géographique qu'on appelle l'Amérique moyenne, appelée aussi par les archéologues depuis 1947 comme Mésoamérique. Les cultures de Mésoamérique ou les civilisations précolombiennes se sont développées. Je marque clairement ici la chronologie. Ils se sont développés pendant 3 périodes. La période préclassique qui date de 2500 jusqu'à 200 avant Jésus-Christ. C'est une période dans laquelle le gouvernement de cette époque-là était dirigé par des chamans. Les dirigeants étaient des hommes qui possédaient une connaissance d'astronomie, d'architecture, de magie, de l'univers. C'est eux qui dirigeaient ce gouvernement. Plus tard, la période classique commençait 200 ans avant Jésus-Christ et termine 800 ans après Jésus-Christ. Et le gouvernement de l'époque était dirigé par ces prêtres, des hommes savants, des hommes religieux qui étaient une partie de la société théocratique à cette époque-là. Et après, la période post-classique qui date de 800 jusqu'au 1521, jusqu'à l'arrivée des Espagnols, jusqu'à la conquête de cet espace géographique. Et les gouvernements de cette époque-là étaient dirigés par des guerriers, des militaires, avec un contrôle total de tout et de tous. Hein, ces dirigeants guerriers possédaient le pouvoir. La succession de ces développements sont liés à travers de l'histoire dans un espace géographique que j'ai mentionné, appelé la Mésoamérique. Les 5 régions de la Mésoamérique, comme nous le voyons ici sur cette carte, le côté de l'occident du pays, à l'ouest, où nous trouvons la côte du Pacifique, et où nous trouvons cette partie des montagnes avec des élévations de 4000, 5000 qu'on appelle la Sierra Madre occidentale. Sur la côte du golfe du Mexique, en partie de l'océan Atlantique, en rose, nous trouvons la côte du golfe du Mexique. Et au centre du pays, nous trouvons le plateau central où se trouve la capitale du pays, Mexico, et c'est ça l'entour. La 4e zone est région de la Mésoamérique, marquée en jaune par la région de Oaxaca, et dans le sud du territoire mexicain jusqu'à l'Amérique centrale, nous avons la région Maya. 5 régions étudiées par les spécialistes mexicains et étrangers. Et cette carte est avec un nom, les cultures mésoamériques. Nous citons ici quelques noms avec quelques représentations de monuments religieux appelés des pyramides, des cultures de la période préclassique, classique et post-classique, et en particulier sur la côte du golfe du Mexique avec une grosse tête, une tête monolithique, la culture olmèque. Hein? Il y avait d'autres sur la côte du golfe du Mexique appelés Totonacs, les Toltecs, les Teotihuacanos, les Mexiques ou Aztèques, parce que ces peuplades avaient 2 noms, et les Zapotèques du sud du territoire mexicain, de la région de Oaxaca, et les Mayas, comme vous voyez là. Et pas tous les noms de ces groupes apparaissent ici, il y a encore plus de noms, mais c'est pour vous donner une idée de tous les groupes les plus connus hein, dans le monde entier. Tout commence à partir de cette évolution d'une civilisation
appelée la culture olmèque. Les mots olmèques, ça veut dire les habitants de la région de Caoutchouc. Et les archéologues ont décidé d'utiliser ces noms de la langue náhuatl, la langue des Aztèques. Il y a encore des descendants, plus de 2 millions de descendants aztèques. Et ces mots, ça veut dire les habitants de la région de Caoutchouc. On les appelle aussi les Olmèques Mijesoques. Mijesoques, ce sont des groupes qui habitaient dans l'espace de Mésoamérique contemporain avec les Olmèques. Et les Olmèques parlaient sûrement ces deux langues, Mijesoques. Encore aujourd'hui, nous avons des descendants de cette culture Mijesoque. On l'appelle aussi la culture mère parce que c'est la culture initiale, c'est la culture qui a commencé avec l'évolution de ce territoire de Mésoamérique. Et on l'appelle aussi la culture de Yaguar. La culture de Yaguar parce que la quantité importante de sculptures, de céramiques, de statues, et tout est associé avec cet animal félin. L'animal féroce, le plus puissant, le plus dangereux, le plus respecté par les Olmèques dans cet espace de Mésoamérique. Les Olmèques ont utilisé la référence de l'animal félin pour pouvoir passer leur savoir, leur puissance. Le gouvernement qu'ils ont créé, une religion complexe basée sur une religion au début monothéiste, après polythéiste. C'est l'animal félin le troisième plus grand du monde. Le premier, c'est le lion, le deuxième, c'est le jaguar, et le troisième, c'est le jaguar. Le jaguar est présenté en deux formes naturellement, et en noir, comme vous le voyez là, et classique que nous connaissons avec ce poil jaune avec des taches noires. La culture olmèque a évolué pendant 4 phases. Les archéologues se sont mis d'accord dans l'Institut national d'anthropologie histoire, que c'est l'institution officielle qui réalise et contrôle les fouilles sur tous les territoires mexicains principalement. Et ils ont dit, tous ces chercheurs mexicains qui ont travaillé avec les étrangers, que l'évolution de la culture olmèque était divisée en 4 phases. La phase de formation qui date de 1800 jusqu'à 1200 avant Jésus-Christ. Une période dans laquelle la formation marque la transition de la période préhistorique, quand l'homme nomade marchait et migrait, bougeait dans toutes les directions pour suivre les mammouths, les bisons pour chasser. Mais, dans certains moments, il s'arrête. Dans le moment de la tradition du nomadisme pour arriver à la sédentarisation. Et justement, l'homme sédentaire, olmèque, cherche des endroits adéquats où il va s'installer. C'est pour cela qu'on l'appelle la formation. Il va consacrer le temps à l'agriculture. La chasse, la pêche et la récolte continuent d'être très importantes, mais l'agriculture va changer l'habitat, la pensée, l'organisation de cette époque-là. Et après, la phase d'intégration. Une fois qu'ils arrivent à s'intégrer à un environnement, à la végétation luxuriante, à la montagne, ils se sont intégrés, ils se sont adaptés à ces milieux de forêts tropicales et de conifères entre 1200 et 900 avant Jésus-Christ. Après la phase d'expansion, une fois qu'ils arrivent à obtenir l'apothéose, le maximum de l'évolution de la culture, entre 900 et 200 avant Jésus-Christ, ils sont arrivés à diffuser leur sagesse, leur connaissance, la religion, la mythologie au nord, au sud, est, l'ouest du territoire de Mésoamérique. C'est pour cela qu'on l'appelle la culture mère la plus ancienne. Et la phase de désintégration, malheureusement, entre 200 avant Jésus-Christ et 300 après Jésus-Christ, les contradictions, les conflits et les idées opposées, ils ne se comprennent plus, ils commencent à se disputer, à se désintégrer, à se séparer, et malheureusement, ils provoquent la chute, l'abandon des cités, des centres religieux créés à travers du temps
mais ils sont laissés en héritage pour les autres cultures de la période classique, post-classique. Et grâce à cette apportation culturelle, ces phénomènes de l'histoire des Olmecs, alors les autres cultures sont arrivées, assimilées et à évoluer, comme les Mayas, les Aztèques, Zapotèques, Mixtèques, Totonacs, Toltèques et d'autres. Mais grâce à cette première évolution, on a bien compris l'histoire ancestrale de l'Amérique centrale, y compris le Mexique. La forêt tropicale de la côte du Golfe du Mexique, les lieux de vie des Olmecs, Mijesoques, ils se sont adaptés à cette forêt tropicale où la pluie tombe avec de grandes quantités. Ce sont des pluies qui comprennent entre 700 à 2000 mm de précipitations d'eau par an, avec un pourcentage très élevé d'humidité. Mais les Olmecs se sont adaptés à ce type de végétation luxuriante, où il y a une variété riche d'arbres comme l'arbre de la famille des gommiers, résineux, de latex comme le caoutchouc, l'acajou et d'autres. Les fleuves, les rivières, les lagunes, les lacs, les propres côtes, les régions marécageuses où il y avait une quantité importante de végétation comme les palétuviers, dans cette partie de la côte du Golfe du Mexique, formant beaucoup de cascades aussi où ils pêchaient, ils s'adaptaient. C'est une partie de l'intégration des Olmecs. Les montagnes, les grandes montagnes que nous avons au nord, est, l'ouest, sud du territoire de la Mésoamérique, y compris sur la côte du Golfe du Mexique. Des élévations pour les Olmecs qui vont des minimum de 500 à 700 mètres de haut, où ils commencent à évoluer avec leurs trois capitales. Mais des élévations très éloignées des trois capitales, entre 2000, 4000 et des volcans aussi. Les habitants Olmecs se sont intégrés à cette végétation, à ce relief, ces contrastes accidentés des paysages étaient utilisés par les Olmecs pour pouvoir voyager, transportant toutes les choses dont ils avaient besoin, de la pierre, l'argile, les pierres précieuses, semi-précieuses, jade, jadéite, obsidienne, etc. De longs chemins, de longs trajets, mais ils travaillaient courageusement. Les fleuves étaient utilisés, une cinquantaine de fleuves qu'ils ont utilisés à travers du temps dans leur histoire pour pouvoir naviguer. Les affluents étaient utilisés pour pouvoir transporter le matériel lithique très lourd, la pierre basaltique, les monolithes, etc. C'est une partie de l'intégration des Olmecs à cet environnement. La flore et la faune va être très importante à part de la végétation avec les lianes et les animaux, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, les insectes, etc. Ils commençaient à observer les microcosmos représentés par la nature, par les arbres, par les animaux, les reptiles, les oiseaux, les insectes. Et au même temps, ils commençaient à observer les macrocosmos, l'univers, les constellations, les étoiles, les planètes. Tout était une partie de cette atmosphère où ils commençaient à évoluer. L'importance des reptiles, des mammifères, des insectes qui étaient utilisés pour la nourriture, les serpents, les lapins, la dinde, les dindons, les grenouilles, les loups. Et bien évidemment, d'autres animaux, comme les singes latels que vous voyez là, très caractéristiques par la présence de sa queue très longue. La queue est plus longue que les bras, mais les bras aussi sont longs, mais la queue est plus longue que les bras de cette singe qui s'appelle singe latel
que nous avons ici. À différence, c'est le singe sur l'extrême droit au bas, c'est le singe hurleur, plus costaud. Il est chassé, il est mangé aussi. Bien évidemment, il mangeait un animal qui s'appelle guaqueco de la famille de topo, que je montre là, et aussi le cerf, les lapins, et une variété riche de poissons, des tortues, des crevettes, des crustacés. Jamais ils ont mangé les jaguars, parce que les jaguars étaient devenus un animal totémique, protecteur, puissant, mythique, religieux, respecté par les Olmecs. L'animal était enterré d'une manière religieuse, avec beaucoup de respect. Il faisait des cérémonies pour cet animal puissant. D'où ils ont pris l'idée pour se faire remarquer les chefs du gouvernement olmèque. Bien évidemment, dans l'alimentation, ils complétaient cette diète avec la consommation de l'avocat, riche en lipides, en grâce, pour nourrir les habitants. Et aussi le fameux cacao. Le cacao qui est riche en lipides aussi, et en calories, et en protéines, et en vitamines, bien sûr, le mot chocolat est d'origine mexicaine, mais on ne peut pas parler à ce moment-là de la boisson chocolatée. Non, on parle de la boisson cacaotée. Le chocolat était plutôt consommé pendant la période classique et post-classique par les Mayas et les Aztèques, etc. Mais les Olmecques, ils consommaient la boisson cacaotée. Et aussi un tubercule, la patate douce, ou appelée aussi le manioc en tubercule, très facile à cultiver dans la région marécageuse et pour compléter la diète alimentaire. Et le maïs, bien évidemment, qui était la base de la nourriture de ces civilisations précolombiennes, et le maïs de différentes couleurs, comme vous voyez là, mais en particulier une chose curieuse. Dans l'archéologie, les chercheurs n'ont pas pu trouver énormément de phytolithes, de résidus de la présence du maïs. Ça veut dire que les Olmecques mangeaient un petit peu de maïs. À différence d'autres régions du reste de Mésoamérique où le maïs était très important, alors ici, dans la région marécageuse et de la forêt tropicale où les Olmecques sont évolués, où ils ont commencé avec leur économie et leur vie, ils ne mangeaient pas beaucoup de maïs. Ils préféraient manger les autres aliments que je viens de citer. L'avocat, le cacao et la patate douce, le manioc étaient énormément consommés par les Olmecques. Tout commence à partir de la découverte d'une tête dans l'année 1862 par un homme qui s'appelait José Melgar. Il est présenté ici dans cette photo de l'époque. Il est le plus grand sur la gauche. Et vous voyez tout autour de ce trou où les paysans du village qui ont collaboré pour récupérer cette tête. Et ça commence, ce côté mystérieux, énigmatique, comme le gens de l'époque l'a appelé au 19e siècle. Mais José Melgar était un collectionneur de pièces archéologiques qu'il récupérait dans la région de la côte du Golfe du Mexique, à l'est du pays. Et il n'avait pas une connaissance d'archéologie, il décide d'interpréter cette tête comme une influence des Éthiopiens, des Africains. Il n'avait pas une connaissance, une base scientifique de l'archéologie. Il a fait écrire des livres et des informations, et il a fait diffuser l'idée qu'il avait une présence olmèque. Aujourd'hui, nous n'acceptons pas cette interprétation fausse et mal faite, parce que grâce à cette recherche archéologique utilisant la technique de ADN et de charbon 14, alors il n'a pas la présence de l'homme africain sur le continent américain.
Les Africains qui sont venus sur le nouveau continent appelé l'Amérique depuis le XVIe siècle sont venus en qualité d'esclaves amenés par la colonie espagnole au début du XVIe siècle. Mais l'interprétation est diffusée et ça commence à partir des années 30, 40, 1929, 1946, comme je le marque ici dans le diapo, comme les premiers archéologues américains, canadiens, français, italiens, allemands, anglais, belges s'intéressaient pour découvrir, étudier ces têtes mystérieuses. Voilà les premières têtes, les paysans qui ont collaboré de ces villages à proximité des sites explorés par l'arrivée des archéologues étrangers, principalement les Américains qui s'intéressaient. C'était la National Geographic qui a créé une équipe d'archéologues, un des archéologues américains appelé Matthews Stirling qui est arrivé à découvrir 5 têtes. Dans ce diapo, il est présenté M. Stirling du côté gauche avec son chapeau et dans les années 1936-1942, accompagné aussi par son épouse qui était archéologue, la femme qui est sur le diapo à droite, et collaboré. Les deux passionnés par l'archéologie mexicaine. La diffusion, l'étude, l'intérêt commence à avoir une importance très connue par les chercheurs étrangers et ça commence à provoquer l'arrivée des chercheurs internationaux et fixant leur intérêt sur le Mexique. Les dernières fouilles importantes de cette tête entre 1977 et 1994, comme vous voyez là, l'archéologue sur la droite, Anna Seifert d'origine mexicaine américaine, elle est bilingue, elle a trouvé la dernière tête en 1994, comme vous voyez là sur la diapositive à gauche. Alors, ici, la culture olmeco et l'espace géographique que les olmecos sont développés dans cette tâche énorme de cette carte géographique de l'État de Veracruz, l'État de Tabasco, sur la côte du Golfe du Mexique, nous trouvons les 3 capitales importantes de l'évolution des olmecos. San Lorenzo, la première capitale qui date de 1800 à 900 avant Jésus-Christ, la deuxième capitale sur la droite, la Venta, et qui date de le moment de la chute de la première capitale, à partir de 900 jusqu'à 200 avant Jésus-Christ. Et la troisième capitale, appelée Tres Zapotes sur la gauche de la carte, qui date de 200 avant Jésus-Christ jusqu'à 300 après Jésus-Christ. Et la langue que les Olmecos parlaient dans la première capitale San Lorenzo était la langue mije. La langue que les Olmecos de la Venta parlaient était la langue soc. Et la troisième capitale, dans cette capitale appelée Tres Zapotes, les 2 langues étaient parlées. Et regardez sur la carte géographique, nous avons ici un lac appelé le lac de Catemaco avec une chaîne de montagnes, des élévations de 500-700 mètres de haut. Il avait une cinquantaine de kilomètres de distance entre la capitale de Mijes, Olmeco Mijes, et San Lorenzo pour arriver à ces montagnes. Il y avait 100 kilomètres de distance entre la Venta et la montagne. Il y avait 30 kilomètres entre Tres Zapotes et la montagne. D'où ils ont extrait le matériel lithique, surtout le basalte. Pourquoi ils ont décidé d'utiliser le basalte? Parce que le basalte représentait le marbre d'un volcan puissant. Et le basalte représentait la force. Eux, ils voulaient représenter la force. Dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, grâce à la technologie moderne, utilisant les drones, l'IDER, c'est un appareil qui détecte les solides, les métaux, et les archéologues mexicains de l'Institut national d'anthropologie et histoire et l'Université nationale de Mexico ont prouvé qu'il y a une grande pyramide, une plateforme de 7 300
1000 mètres cubes de terre, d'argile mélangée avec des sables et des gravats. Et cette grande tâche que vous voyez sur la diapositive à droite présente une plateforme énorme de 400 mètres de largeur par 1200 mètres de longueur, pardon, et 15 mètres d'épaisseur. La tache rouge représente les centres religieux, les pyramides de remerciements, des temples, des rites, de la haute élite et les palais. La tache jaune représente les différentes couches des terrasses, des élévations qui sont faites exprès pour élever, pour éviter les inondations de la région marécageuse. Et la partie verte représente la partie qui était souvent inondée par les précipitations d'eau pendant la pluie. Et la diapositive sur la gauche, qui est un terrain cultivé aujourd'hui par les agriculteurs modernes, et de cette époque moderne, c'est le sorgho. Et regardez une tache là-bas au fond, hein, où il y a une élévation, justement, ça c'est une pyramide. Aujourd'hui au Mexique, nous avons la preuve qu'au Mexique, nous avons la pyramide plus grande du monde aujourd'hui. Hein? Plus grande que les pyramides égyptiennes. C'est une grande plateforme, ce n'est pas une élévation très élevée, non, c'est une grande plateforme. Et regardez les photographies que nous avons ici sur la gauche, les fouilles et le sol rouge où il y a de la poudre du matériel d'un minéral appelé la hématite, utilisé par les habitants de San Lorenzo, de la haute élite, la noblesse. Ils dormaient par terre sur un tapis tressé, fabriqué avec des feuilles de palmier, des chambres, etc. Et sous la construction des habitations et des palais de cette haute élite, les archéologues ont trouvé des drainages, des évacuations et des aqueducs importants qui s'utilisaient pour pouvoir évacuer les résidus de cet habitat et aussi des distributeurs d'eau potable, l'eau douce qu'ils captaient dans des récipients et ils faisaient circuler l'eau pour satisfaire leurs besoins dans une région très humide. La déshydratation était fréquente et c'est pour cela qu'ils avaient besoin de l'eau présente permanente, comme vous voyez là. Et grâce à cette étude archéologique aujourd'hui, nous pouvons voir, par exemple, le plan sur la gauche montre clairement les centres religieux où il y a des directions, des orientations, des pyramides, des monuments énormes sur la grande plateforme que vous voyez là. C'est-à-dire sur la grande masse qui sont construits. Ils sont édifiés des habitations, des palais et surtout des places religieuses. Et autour de cette place religieuse, ils sont enterrés, ils sont placés au début les têtes, les portraits de ces dirigeants chamans. 10 têtes récupérées à San Lorenzo, 4 têtes récupérées à la Venta, 2 têtes récupérées à Tres Zapotes, première, deuxième, troisième capitale, et une dernière tête au dehors de ces 3 capitales, qui s'appelle la tête de Cobata. Ce sont des portraits de ces chefs du gouvernement olmèque. Regardez cette peinture que le peintre, les dessinateurs mexicains ont créée pour avoir une approche, une idée plus claire du transport des têtes ou hôtels, trônes lourds. Les têtes pèsent de 6 à 25 tonnes. Il y a une seule qui pèse 50 tonnes. Et les hôtels, les monolithes prismatiques énormes, rectangulaires, cubiques que vous avez là, pèsent de 25 à 130 tonnes. Les radeaux étaient utilisés pour pouvoir naviguer, flottant, et pour transporter ces pierres lourdes basaltiques, les courages qu'ils avaient. La première capitale, San Lorenzo, a accumulé plus de 10 000 habitants dans sa période de puissance, entre 1200 et 200 avant Jésus-Christ. La Venta est arrivée à accumuler plus de 30 000 habitants.
dans sa puissance, l'apothéose entre le 12e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, comme vous voyez là. C'est-à-dire que la main d'œuvre était très, très importante. L'utilisation de troncs d'arbres était importante pour pouvoir déplacer les pierres. C'est-à-dire que certains poussaient, certains tiraient avec des cordes pour pouvoir déplacer cet énorme objet qu'ils transportaient. Regardez, je vais vous montrer 9 têtes de San Lorenzo qui sont les têtes qui ont conservé et les reliefs, ils sont en bon état, en bonne conservation. Et la caractéristique des têtes, les casques de personnages de la haute élite, qui sont décorés avec des cosmogrammes, des observations stylisées de la nature, des constellations avec ces trous, des planètes, des étoiles, des comètes, associées avec la Lune, le Soleil, etc. Le nez était très grand, plate, épaté, les yeux bridés, en forme d'amande, la bouche ouverte ou fermée. Des fois, les têtes montrent les dents, les lèvres tombantes, comme vous voyez là. Les expressions de chaque tête sont différentes. Il y a des similitudes, mais il y a des différences. Certaines têtes sont sérieuses, ils manifestent, ils expriment la pensée, la tristesse, le sourire, comme la tête au milieu. Regardez d'autres têtes, à gauche, à droite, la concentration, la méditation, et le strabisme très marqué dans le visage, les traits de ces têtes énormes en basalte, comme vous voyez là. La dernière tête récupérée est à gauche, récupérée en 1994, qui montre des griffes des animaux, en particulier les jaguars, qui décorent les casques, des constellations, des étoiles, comme vous voyez là. C'est-à-dire que les têtes sont similaires, mais en même temps, elles sont différentes au niveau des expressions, comme vous le voyez. La tête plus lourde de 50 tonnes en pierre basaltique a été récupérée en 1970 dans un rancho à proximité de San Lorenzo, dans un village qui s'appelle Santiago Tuxtla. Cette tête date de 900 à 600 avant Jésus-Christ. Elle est la plus grande, la plus impressionnante. Les autorités de ces villages ont décidé de placer la tête au milieu de la place, dans un espace vert, dans les jardins. Ils ont construit cette toit avec ces pilastres pour la protéger. Mais c'est l'unique tête qui a les yeux fermés. Les autres têtes ont les yeux ouverts. Les archéologues mexicains et étrangers qui travaillent ensemble avec les Mexicains ont interprété que peut-être cette tête avec les yeux fermés s'agit d'une tête d'un chaman qui est en extasie, en concentration, après avoir consommé des drogues obtenues des plantes, racines, tubercules, la peau d'un crapaud jeune de la forêt vierge où ils habitaient, appelé Bophus marinus, qui produit ces drogues pour se défendre contre les attaques d'autres animaux. Les chamans ont expérimenté et consommé ces drogues pour halluciner, pour pouvoir entrer en contact avec leur divinité, avec l'esprit et les ancêtres de leur philosophie, de leurs croyances religieuses. Il y a une autre interprétation que peut-être il s'agit d'un mort. D'où ça vient l'idée de culte à la mort, la vie et la mort, comme il voyait, comme il l'interprétait, ces chamans, chefs d'État de la culture olmeca. Le site de la Venta, dans l'état de Tabasco, une région marécailleuse, avec des fleuves, avec la broussaille, la forêt vierge. Et comme vous voyez là, la diapositive à gauche montre une élévation d'une pyramide de 35 mètres de haut, orientée avec 8 mètres de déviation, parce qu'ils connaissaient le nord magnétique de la planète. Ils utilisaient le minéral, la magnétite, qui est très utilisé pour faire des orientations, des directions.
Sûrement, ils utilisaient cette pierre dans un récipient, un demi-calabasse, une marmite remplie d'eau, et ça marquait le magnétisme et l'orientation. Et ils ont pris l'idée de faire des petites places devant le bâtiment. Et cette pyramide présente des talus établis, des murs verticaux inclinés et des marches, etc. Et les rites qui sont réalisés devant la pyramide. La diapositive sur la droite montre une vue latérale de la pyramide qui est au fond derrière les arbres, et comment les hôtels, avec des hauts reliefs, avec des représentations des chamans, de ces individus dirigeants du pouvoir des Olmecs, et la tête qui était placée là. Sans oublier que deux têtes sont récupérées, quatre, sur les sites de la vente, dans chaque côté, en fait, de la pyramide. Alors, nous avons ici un masque d'un jaguar, un mosaïque, aussi la représentation du maïs, l'épi du maïs, dans cette forme stylisée. Et cette dalle minuscule, ces mosaïques en pierre verte serpentine appréciée, étaient récupérées, étaient placées sous la construction de l'habitat, sous la construction de la maison, sous transporter la pierre depuis l'Amérique centrale, en passant dans la forêt, la montagne, les rivières, de 500, 700 et 800 kilomètres de distance. Le courage, tout ça pour enterrer et cacher tout ça. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas pourquoi ils ont décidé de faire ça pour les cacher. Les archéologues essayent d'interpréter avec des hypothèses, peut-être pour protéger la famille, comme un amulette, ou pour donner une garantie à la nourriture de maïs pour nourrir la famille, etc., comme vous voyez là. Et la silhouette d'un masque de l'animal félin du jaguar. Vous voyez, plusieurs masques ont été récupérés énormes. Il est composé par plus de 500 à partir de 300 500 mosaïques superposées comme ça, et sous les habitations, sous les constructions de la Venta, la deuxième capitale. En parlant de la vie quotidienne, l'aspect physique, à quoi ils rassemblaient les Olmecs? Grâce à la participation des anthropologues, archéologues, ostéologues, et on a récupéré un petit peu des ossements, parce que malheureusement, dans une région où il y a beaucoup d'humidité, il pleut beaucoup et la humidité est très élevée, les ossements pourrissent, disparaissent, matériaux périssables, mais les archéologues ont pu récupérer quelques exemples de crânes. Vous savez que la mère Olmec, à partir de la naissance du bébé jusqu'à un an et demi maximum, ils avaient l'habitude de pratiquer une modification crânienne faciale pour remarquer le rang social, pour distinguer la société et obtenir une identité de cette peuplade de la côte du Golfe du Mexique. Ils utilisaient des planchettes en bois ou en pierre, une placée derrière l'écran, la tête de l'enfant, l'autre sur le front. Quand la fontanelle avec le crâne, le cartilage molle, malléable à faire pour provoquer cette altération, cette modification du crâne, provoquant l'estrabisme. L'estrabisme était aussi provoqué avec l'utilisation des bandes de coton qu'ils cultivaient et tressaient, et la bande était placée autour de la tête du bébé avec des fibres, des cicales, d'agaves et des plantes, des palmiers. Ils faisaient des fines cordes, une espèce de ficelle pour attacher un objet qui pendulait devant les yeux de l'enfant, soit un morceau de caoutchouc obtenu de latex, l'arbre résineux, ou un petit morceau de bois pour provoquer l'estrabisme, pour aider à l'enfant à loucher, tous, de tous les niveaux, de la classe basse, de la classe moyenne, la classe dirigeante, la classe auto, tous provoquaient cette modification. Alors, la modification faciale, c'est comme une espèce de melon ou un pastèque, comme la forme d'un avocat et la forme d'un poire, ces fruits. C'était l'idée de la beauté, l'idée de se faire remarquer.
et se distinguer comme une identité de la société olmèque. Les vestiges, les crânes humains que nous avons, les dessins que nous montrons au milieu et les masques funéraires avec cette modification en jade, en pierre précieuse. Un autre exemple que vous voyez, le crâne qui est montré en premier, c'est tabulaire. Ici, c'est la déviation et vers l'arrière de la tête, que vous voyez. Et certaines sculptures en pierre, en argile, en jade, sont vraiment très, très, très marquées par cette modification de la tête. Dans ce cas, que c'est un chaman, la position d'un lotus, une position de remerciement. Ces individus de la culture olmèque avaient l'habitude de porter ces pectoraux en pierre précieuse. La pierre verte était associée avec le culte de la mort, de la vie, de la pluie, et des ancêtres, avec le feu, avec le soleil, avec les volcans. La technique de percussion, la technique d'incision, le polissage, les abrasifs, les sables, les pierres, il ne connaissait pas les métaux. Les métaux étaient inconnus. Il utilisait la technique de frottement, beaucoup de travail pour arriver à obtenir des figurines, des pectoraux. Regardez les perforations dans les 3 pièces que je montre ici, ces bijoux en jade, et qui venaient de l'Amérique centrale, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica. Et il marchait beaucoup pour obtenir ces matériels très appréciés. Regardez les perforations de ces 3 objets qui étaient utilisés pour faire passer les fibres du corps et la ficelle qu'ils portaient, qu'ils utilisaient pour mettre et placer les pectoraux sur la poitrine. Une autre forme de se faire remarquer, une autre forme de faire connaître l'identité des Olmecos, et en particulier les chamans du pectoral sur la gauche avec un cosmogramme et les lignes d'incision qui a cette silhouette importante. Regardez ce pectoral énorme, magnifique, avec des lignes qui conservent encore des vestiges de la peinture, de la teinture obtenue des oxydes de fer bien traités, c'est-à-dire qu'ils possédaient des connaissances de chimie pour pouvoir mélanger toutes ces substances. Et la silhouette d'un masque d'un jaguar. Et les colliers magnifiques avec des perles en jade sur la tête, avec un petit masque funéraire qu'un chaman portait sur sa poitrine. Voilà, regardez l'ensemble des pectoraux en jade avec des silhouettes de figurines en jade, comme protection, comme amulette. Regardez cette carte qui montre du côté du Pacifique, dans la partie basse de la carte, où il y a différentes cités où les Olmecques sont arrivés à irradier, à influencer et à mener la culture, les influences de l'art olmèque, la pierre verte, jade, hache, de représentation des pirogues, des bateaux, des barques, comme vous voyez là, des objets funéraires, des stèles, etc. Dans le moment de l'expansion totale, c'était le commerce, l'importation, l'exportation des produits, des haches votives en forme de l'animal félin, le jaguar. Ce sont des 7 des commandements. Les 2 haches à droite, à gauche, dans les extrémités, en jade, présentent tous les traits de l'animal félin et surtout l'ouverture du crâne, parce que l'animal, le squelette et la tête du jaguar présentent cette ouverture importante. Et la pièce au milieu, c'est du basalte, associé avec la fertilité, la pluie, avec les rites qu'ils réalisaient pour vénérer leur divinité. Aussi, dans l'Occident du pays du Pacifique, à 400 km, pour vous donner une idée plus précise. Ici, au milieu de la carte, où nous avons le masque de jade, ici, avec les corsaires, il indique que nous avons les stations balnéaires très connues au Mexique qui s'appellent Acapulco. Aux alentours de cet endroit, il y a des montagnes qui s'élèvent à 2000-4000 mètres de haut, avec plusieurs cités des Olmecos, où ils ont travaillé d'une manière extraordinaire. Les masques funéraires et les dalles, les linteaux
et les stèles, la peinture, et représentant les chamans, etc. Et toute cette pièce représente des cités olmèques disséminées dans ces montagnes. Et regardez la beauté des masques funéraires que les archéologues mexicains étrangers ont trouvés à côté des squelettes dans les régions où l'archéologie a récupéré des ossements des Olmecques, ou dans la région marécageuse de la côte du Golfe du Mexique, à côté de très peu de squelettes. Alors, parce que les squelettes disparaissaient là à cause le pourcentage élevé d'humidité. Et les masques étaient placés à la hauteur du crâne, de la tête, à la hauteur de la poitrine, associée avec la position à la hauteur du cœur, à la hauteur de l'organe sexuel reproducteur, à la hauteur de l'ange, les genoux, les pieds, comme ça, comme il visualisait les choses, comme il les pensait. Et regardez les traits de ces masques en jade, le polissage, le travail, la taille de la pierre, comme ils sont arrivés à perfectionner les différentes techniques que plus tard, d'autres cultures ont bien compris, ont bien assimilé les techniques. Et c'est unique, la technique des Olmèques, avec la modification de la tête, les yeux en forme d'amande bridée, les lèvres tombantes, le nez fin, ou des fois très, très grande. Regardez, certains masques présentent la scarification, les tatouages. Ça nous fait penser, c'est l'hypothèse et la théorie créée par les archéologues mexicains étrangers depuis les années 40, 50, 60, 70. Aujourd'hui, c'est confirmé, reconnu, accepté que sûrement nos ancêtres olmèques avaient l'habitude de pratiquer la scarification, les tatouages, utilisant des canifs, des lames en pierre volcanique, pierre noire appelée obsidienne. Il s'est blessé pour créer cette cicatrisation importante pour remarquer le rang social et distinguer une identité importante. Le rang social, la haute élite pratiquait ça. Ces masques funéraires bien polis, à gauche, au milieu, comme vous voyez là, les différents tons de jade, jadéite, et aussi des masques mat, parce qu'il avait une préférence aussi. Et regardez la perforation de l'aube d'oreille. En parlant aussi, pour compléter le bijou, il portait des pectoraux, des bracelets, des boucles de nez, des boucles de lèvres, on perforait les septum de nez. L'habillement, il s'utilisait des protections pour les hommes et les femmes à la hauteur du sexe, des brasiers, une espèce de cape qu'il portait pour se faire remarquer, principalement. Surtout les habitants d'une région très, très, très chaude, très humide, l'habillement n'était pas très important, mais il le portait. Par contre, dans les régions très élevées à la montagne, avec des conifères où il faisait plus froid, alors ils portaient plus de vêtements, bien évidemment. Regardez ces masques encore magnifiques que vous voyez là, avec la scarification sur la gauche, les yeux bridés, le polissage. Et certains masques montraient les dents, comme le masque au milieu. Un petit peu sur la droite aussi, on voit les dents. Mais la plupart des masques ne montrent pas les dents, mais certains masques montrent les dents. C'est-à-dire qu'il y a un réalisme, il y a un travail, il y a une inspiration sur le travail artistique. C'est des groupes de sculptures en argile et creuses et représentent les baies. Ce sont des sculptures asexuées qui datent de 1800 à 200 avant Jésus-Christ du plateau central, où se trouve la capitale du Mexico et ses alentours. On les appelle babyface, les bébés, et la tête du bébé. Regardez la modification de la tête, les yeux bridés, les nez et aplatis, les lèvres tombantes, toujours la tendance avec les traits physiques de l'animal félin, le jaguar. Asexué, tous ces personnages, des fois, ils préféraient utiliser le sexe de la femme, le sexe de l'homme, et on peut distinguer, et on voit aussi le sang des femmes, mais la plupart de ces statuettes sont asexuées, comme nous voyons là. Et les positions
les jambes écartées et la sculpture au milieu qui est en position de lotus. Rien à voir avec le bouddhisme, rien à voir avec les asiatiques, c'est une position de méditation, de rang social et de distinction de cette culture millénaire ancestrale, les Olmecs. Regardez d'autres statuettes, les expressions, les positions des jambes, et surtout qu'ils suivaient aussi la position de l'animal félin. Ils s'intéressaient beaucoup. Il s'est identifié, il s'est associé avec l'animal félin. Cette carte géographique présente la distribution des têtes découvertes sur la côte du Golfe du Mexique et d'autres objets religieux et statuettes dans les côtés du Pacifique et dans l'état de Chiapas vers l'Amérique centrale, vers le Guatemala. Regardez ces trois sculptures à roche. C'est une urne funéraire en pierre basaltique, solide, massive, avec la représentation de la coiffe de ces personnages, avec le masque de l'animal félin le jaguar, présente l'épi du maïs, parce qu'il y avait des régions où le maïs était très important que les tubercules, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'humidité. Hein? Et regardez la gueule représentant l'animal félin le jaguar. Regardez ces nobles de la haute société olmèque. Hein? La position d'abord de ses jambes, hein, comme vous voyez, très clair, position de lotus, et les mains placées dans la position naturelle de l'animal félin, parce que l'animal félin, le jaguar, prend cette position quand il est prêt à attaquer. Hein? Et comme vous voyez là, c'est-à-dire que c'est significatif, c'est symbolique, les choses qu'il voulait faire. Et en particulier, les boucles d'oreilles qu'il porte hein, sont très physiques, très, très olmèques. La modification de la tête, les yeux bridés, le nez aplati, et les lèvres, et les yeux en forme d'amande. Et en particulier, les turbans. Hein, la coiffure représentant les 4 points cardinaux et les centres, parce qu'il voyait 5 points cardinaux, pas 4. Les 5 orientations du cosmos, comme il voyait les choses. Et les sculptures sur la droite est la référence à l'animal félin, hein, comme vous voyez là, dans pleine forêt, sur les sites archéologiques. Regardez la croix, parce que les Olmecs connaissaient la croix des orientations de l'univers, la croix du cosmos, hein, les 4 orientations en forme de ceinture à la hauteur de l'ange, et ici, comme un pectoral, comme vous le voyez. Et là, ici, la coiffe est un petit peu érodée, mais il avait le masque de jaguar en corse d'arbre ou en bois qu'il portait pour se faire remarquer. C'est-à-dire que la coiffe distinguait les différents niveaux sociaux de cette époque-là, parce qu'on parle d'une société hiérarchisée. Hein? Tu étais hiérarchisé à cette époque-là. Regardez le personnage chaman sur la droite, hein, assis dans la position de lotus. C'est la sculpture monumentale, énorme, lourde, basaltique, et la coiffe, hein, comme vous le voyez là, en forme de casque, parce que le casque était important pour distinguer les différents niveaux sociaux de la société olmèque. Regardez l'autre sur la gauche, en position d'attaque, l'animal félin se pose dans cette position quand l'animal est prêt à attaquer, l'animal qui veut chasser pour se nourrir un lapin, un cerf, etc. Et la position, et surtout les sceptres de commandement qu'il porte. C'est un homme accroupi de cette façon, associé avec l'animal. Hein, sûrement, il s'agit d'un chaman. Et c'est ça, le sceptre de commandement cylindrique qu'il prend avec ses mains. Alors, c'est le symbole du 5e point cardinal, non, qui se place au centre. Et les 2 jumeaux sur la droite, hein, sûrement ces statuettes, ces sculptures colossales, et ne sont pas terminées parce que sur la poitrine, il y a des rectangles et des pectoraux qui ne présentent pas la croix de l'orientation des orientations de l'univers, comme ça. Et, par contre, les 2 jumeaux portent les sceptres de commandement. C'est
c'est pierres cylindriques qui représentent les 5 points cardinaux. Et ici, une autre carte qui montre les sculptures des stèles qui marquent la puissance des différentes cités, la puissance des chefs d'État, hein, qui sont entre haut et bas relief et au centre de la dalle, entourés par des représentations astronomiques, etc. Comme vous le voyez là. À la venta, le personnage qui est sur la gauche représente son centre de commandement, symbole du pouvoir, symbole de cette puissance, du rang social très élevé, de la hiérarchie importante, de la noblesse olmeca, accompagné par d'autres personnages tout autour qui sont sur la partie gauche et droite de la partie haute de la dalle et des représentations d'observations astronomiques. Les Olmecs utilisaient bien évidemment des sarcophages en pierre, comme vous voyez là, la sculpture monolithique au milieu en basalte, avec des cosmogrammes sur la partie supérieure que vous voyez là. Hein, le fameux dragon olmeca associé avec le serpent à plumes, avec l'aigle, le reptile et serpent, le crocodile hein, et l'être humain, parce que tout est ensemble. Un dragon que plus tard les Mayas l'appelaient Kukulkan et les Aztèques plus tard l'appelaient Quetzalcoatl. Et justement, sur la droite, cette dalle de la venta, toujours, ils proviennent de la venta, on les appelle stèles et monuments. Il a un homme accroupi assis par terre, entouré par le corps d'un serpent à sonnette, très énorme, symbole du serpent à sonnette. Lui, le chaman, est masqué, vous voyez là, sa tête qui sort de la gueule du masque de jaguar, et il porte un sac dans sa main droite symbolisant la cérémonie religieuse réalisée par lui-même ou d'autres, et avec la consommation de l'encens pour parfumer l'atmosphère pendant la cérémonie. C'est le monstre de la terre, le monstre protecteur, hein, et aussi les griffes des animaux que vous voyez là, à côté du sac. C'est le fameux dragon olmec, hein, que tout le monde a apprécié et a utilisé plus tard dans la cosmogonie des civilisations précolombiennes. Maintenant, la cosmogonie olmeca, le ciel et l'inframundo. Vous savez qu'ils croyaient que c'était un arbre sacré hein, de la famille Gommier, appelé Ceiba par les Mayas plus tard. Ils disaient que cet arbre sacré était composé par 13 branches, d'où ils ont pris l'idée d'utiliser les 13 cieux. Et ils pensaient que les racines de cet arbre sacré étaient composées par 9 branches, l'inframundo, hein, comme vous voyez là. Alors, et le niveau de la terre au milieu. Ils pensaient qu'après la mort d'un individu, l'individu devait partir au paradis de la pluie, paradis de la mort, paradis du soleil, pour rester 4 ans et revenir. 13 et les 4 étaient très importants, les 9 étaient très importants, les 7 étaient très importants, les crotales de serpent à sonnette se reproduisent de telle manière que les rhomboïdes, les triangles étaient très appréciés aussi dans la cosmogonie, et surtout la sonnette, la queue de ce reptile, du serpent sonnette, pousse avec 7 anneaux. Ce système numérique était très important. Et aussi, l'observation du corps humain. Il savait très bien que les 13 articulations principales du corps humain, comme les genoux, la hanche, les 2 chevilles, 6, les bras, la poignée, les coudes et les épaules, 6 et 6, 12, plus l'articulation principale du corps humain, la tête, numéro 13. 13 fois 4, 52. Ils ont créé les calculs astronomiques des calendriers hein, des 52 ans d'un siècle pour pouvoir hein, utiliser un calendrier religieux et un calendrier solaire.
il dépendait de l'observation du macrocosmos et macrocosmos. Quand il voyait que le soleil se couchait à l'ouest, il se préoccupait. Il avait peur. Il pensait qu'il devait aider le soleil comme divinité puissante, protectrice dans la journée. Il préparait les cérémonies pendant la nuit. Il pensait que la divinité du soleil était attaquée, agressée par les divinités méchantes pendant la nuit. C'est pour cela qu'ils ont créé l'idée de sacrifier des animaux, des reptiles, des oiseaux, y compris l'être humain, des sacrifices humains. La vie et la mort, les concepts étaient très importants. Il disait quand il y a quelqu'un qui est né, il y a quelqu'un qui est mort. Quand il y a quelqu'un qui est mort, il y a quelqu'un qui est né. La vie et la mort est la même chose. La vie, c'est une partie de l'existence. La suite est la mort. D'où nous avons bien compris le culte à la mort de nos ancêtres. C'est eux qui ont inventé tout. C'est la vision cosmogonique. C'est une religion qui a inventé ça, qui a créé tout ça, le groupe de chamans Olmec. C'est pour cela que l'arbre, l'observation de la nature, il était écologiste, il dépendait de cette observation de la nature. Et en sculpture avec des autels au trône, il représentait l'inframonde que vous voyez là. Il appelait le ciel l'inframonde. Un chaman qui à l'entrée coiffé de cette façon, les ancêtres et les masques de jaguar et la croix d'orientation de l'univers. Et ces grands monolithes, appelés trônes ou hôtels, sont mutilés, sont transformés et sont recyclés pour faire le portrait de ces gouverneurs, chamans, qui sont devenus des têtes. Et ils n'avaient pas assez de matériel et ils n'ont pas fait le nez comme ils voulaient. Ils l'ont laissé tout plat comme ça parce qu'ils n'avaient plus de matériel. Et l'hôtel miniature que vous voyez là en pierre basaltique avec des protecteurs assistants de la divinité de la pluie, les Tlaloques, qui provoquaient et aidaient avec des pluies pour arroser les champs de culture. Et c'est ça qu'ils voulaient, avoir des pluies dans les rayons désertiques. Parce que même dans une forêt tropicale, il y a des périodes dans lesquelles il ne pleut pas, mais ils avaient besoin de l'arrosage de la pluie pour cultiver les champs où ils cultivaient des produits pour l'alimentation. Et le frise de cet hôtel sur la droite, avec des crochets, avec des cosmogrammes que vous voyez là, symbolisant dans cette partie supérieure la représentation stylisée de ces dragons olmeca millénaires d'une religion. Et regardez ici les offrandes de l'enfant peut-être mort sacrifié pour vénérer les divinités. C'était une offrande pour se faire respecter de ces phénomènes. L'éruption des volcans, l'éterrement des terres, les éclipses solaires, lunaires, lunations, tout ça pour eux, c'était la puissance de leur divinité. Et ils respectaient toutes ces divinités. Mais ils voulaient se représenter comme eux. Ils voulaient faire l'intermédiaire entre la puissance des phénomènes avec la population. Ils utilisaient cette observation des phénomènes pour manipuler, contrôler, gouverner le reste de la population. C'était intéressant comme ils étaient organisés dans cette cosmogonie. Et les tatouages que cette sculpture présente, la position en forme de lotus, et l'enfant avec un masque et funéraire en forme de jaguar, et sur la poitrine de l'enfant, la croix cosmique, et la croix de l'univers, comme vous le voyez dans les trois exemples que nous avons ici, récupérés dans différents sites archéologiques, en particulier la Venta, las Limas, etc. La représentation du visage, regardez comment nous trouvons ici la pierre basaltique de ce personnage racé. Il n'avait pas de moustache, de barbe, ils avaient très peu de poils. Mais ils utilisaient les poils de lapin et cerf collés avec du miel ou des résines obtenues des arbres résineux pour le coller sur les lèvres supérieures et le menton pour se faire remarquer et être distingué dans la société. Mais c'était des chamans dans l'époque de 1200-900 avant Jésus-Christ. Et en particulier, les sculptures sur la droite, et avec tous ces traits de l'animal félin, et la croix cosmique sur la poitrine, est utilisée comme une partie du drainage, des canalisations, parce que cette sculpture était enterrée avec le visage vers la terre, mais son dos de son corps
était utilisé avec une cavité concave pour faire circuler l'eau, pour distribuer l'eau potable qui était captée avec des récipients pour la satisfaction des habitants de la haute Lite, dans la grande masse de terre des plateformes de San Lorenzo, de la première capitale. Une offrande de 16 sculptures en jadéite serpentine de 16 à 22 cm, avec tous les traits caractéristiques des Olmecs, la déformation de la tête, les yeux bridés, le nez aplati, les lèvres tombantes, tout le visage du jaguar. Et les 6 stèles en jadéite, derrière, avec des lignes, avec des inscriptions qui représentent les stèles. Il voulait nous communiquer quelque chose, il voulait transmettre quelque chose. Il y a des lignes avec des cosmogrammes importants associés avec l'observation des constellations, des astres. Et les chamans en pierre granit et au centre de l'offrande, c'est une réunion chamanique, religieuse. Les chamans sont au centre, comme vous voyez là, qui attend tout le monde. Et les gens qui venaient du nord, les gens qui venaient du sud, les gens qui venaient de l'est, de l'ouest, tous groupés pour faire des échanges, pour faire des communications chamaniques. En parlant de chamanique, nous sommes des chamans à la figurine représentative du chaman, en jadéite, la position, la consommation des drogues, des stupéfiants, des champignons hallucinogènes de la forêt, les crapauds, bofus marinos, des racines, plantes, fleurs, qui étaient très importants parce qu'ils servaient pour communiquer. La magie, la sorcellerie qu'il commençait à pratiquer et toute la sagesse, la connaissance qui est devenue de plus en plus complexe, plus abondante pour pouvoir donner une explication au reste du peuple et pouvoir transmettre la sagesse, le chamanisme, l'olmec. Et les chamans représentaient une sculpture à droite, à gauche, la peinture avec la présence d'un chaman masqué avec le masque d'un aigle, ou en voiture. Tous les oiseaux étaient associés avec le soleil. Les crocodiles étaient associés avec l'agriculture, les singes, etc. Et la croix, ce sont des vestiges de peinture à la fresque récupérés dans les grottes, dans l'état de Guerrero, en direction d'Acapulco, et regardez la croix astronomique du cosmos, comme vous le voyez. Regardez les sculptures magnifiques en jade à gauche, à droite en basalte, réalisées par les Olmecs, avec la gueule de l'animal féroce, puissant, la divinité, l'ancêtre, l'animal totémique protecteur. Et au centre, on a cette agressivité représentée par la gueule de l'animal, qui existe encore aujourd'hui dans la forêt tropicale du Mexique et de l'Amérique centrale, dans la broussaille, encore dans cette époque moderne. C'est-à-dire qu'ils dépendaient de cette observation de la nature et ils voulaient l'imiter. Et ils sont arrivés à faire des sculptures qu'on les apprécie dans l'histoire de l'art. Ils étaient très doués de faire ça. Et ils ont fait des travaux fantastiques, uniques, dans l'histoire de l'art. Et les masques funéraires très massifs, très lourds, que vous voyez là. Sûrement, et ces masques étaient portés, les masques à gauche, en première place, à des perforations, où il faisait passer la ficelle pour porter ces masques pendant les rites. Pas tout le temps, mais ils utilisaient les masques pendant les cérémonies religieuses, avec la lèvre supérieure très élevée, représentant cette agressivité, ce courage, cette puissance de l'animal félin, le jaguar. Les masques étaient polychromés comme d'autres pièces, mais malheureusement, les pigments considérés comme matériaux périssables sont disparus à travers du temps. Mais nous avons l'exemple sur la droite avec quelques vestiges d'hématite, c'est un minéral utilisé pour colorer de cette façon avec le rouge. Vous voyez? Alors, c'est-à-dire que la polychromie était très importante. La poterie, les pots, les jarres, les marmites, les assiettes, le verre, etc., les vases qui étaient utilisés pour la vie quotidienne, pour la cuisson, ou pour manger, bien évidemment, et aussi des poteries funéraires qui étaient enterrées, placées à côté du fond de mort après la mort,
comme vous voyez là, et surtout la représentation de cette cosmogonie inventée, créée, observée par les chamans à travers des siècles, hein, les griffes de jaguar, aussi le cosmogramme, hein, comme vous voyez là, et tout associé avec cette observation. La poterie anthropomorphe avec des formes, des silhouettes, des têtes des individus, des êtres humains, somorphe avec un dessin d'un animal, théomorphe avec un dessin, une décoration d'un animal, hein, et théomorphe avec le dessin d'une divinité, un phénomène qu'il savait observer. Regardez, encore une autre fois ici, le cosmogramme, hein, la croix olmèque astronomique, et les griffes de jaguar, hein, les crochets, les griffes de jaguar aussi. Et à l'intérieur de ces récipients, les archéologues ont trouvé une partie de théobromine, la substance qui appartient aux fèves de cacao, pour constater qu'ils consommaient le cacao comme une partie de l'alimentation de cette époque-là, avec des silhouettes de poissons ou de jaguars sur la surface des poteries, hein, avec des travaux fantastiques, uniques de cette époque-là des Olmecs. Voilà les poissons, voilà les oiseaux, hein, bien détaillés, la technique de modélage, la technique de l'incision, de pastillage, hein, pour élaborer ce type et qualité et forme de poteries. Les statuettes en bois récupérées dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui et de la balle de Dieu de la balle en caoutchouc avec des ossements, avec les squelettes des sacrifices humains, des têtes des enfants sur ce site archéologique qui s'appelle El Manati dans l'état de Veracruz qui date de 1500 avant Jésus-Christ. La cour de Dieu de la balle. Nous ne connaissons pas les règles, nous connaissons les règles de Dieu de la balle pour la période classique et post-classique de l'époque des Mayas et des Aztèques, mais malheureusement, à l'époque des Olmecos, non. Tout est en cours. Les fouilles continuent. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a plus de 11 500 sites archéologiques. Le 10% a été interprété de la quantité d'importante de sites archéologiques que nous avons dans les territoires de Mésoamérique. Mais à Teopantecuanitlan, la cour qui date de 1750 avant Jésus-Christ, la plus ancienne cour que nous avons au Mexique, et la deuxième, c'est à Paso de la Maga, à Chiapas, de 1650 avant Jésus-Christ. Ils tapaient la balle avec la main, les bras ou un bâton, etc. Mais nous ne connaissons pas exactement les règles. Mais on a trouvé les cours, les bâtiments en pierre. Hein? On a trouvé des balles. C'est-à-dire que l'archéologie avance au fur et à mesure. Et voilà, plus tard, les Olmecs sont arrivés en français, d'autres Olmecs plus récent, on parle de la troisième capitale, on parle dans les moments quand la chute, l'abandon total se présente, la désintégration. Le premier Olmec commence à construire des dessins différents pour la cour de Dieu de la Balle en forme rectangulaire, avec des murs inclinés, murs verticaux qu'on appelle talus, tablis, comme vous voyez là, ou des gradins, hein, placés aux différents niveaux en forme de terrasses, où les spectateurs s'installaient là pour observer la pratique du jeu de la balle. Parce que le jeu de la balle était associé avec l'observation des constellations. Pendant l'observation de l'éclipse solaire et lunaire, partielle au total, ils pensaient que la lune et le soleil s'ébattaient. Et ces grandes boules, ces grandes circonférences qu'il observait dans le ciel nocturne à l'œil nu, alors servait pour pratiquer cette balle qui passait d'un côté à l'autre. Dans la journée, pour voir les éclipses solaires, ils utilisaient des miroirs d'eau, un récipient en argile, hein, ou en bois rempli d'eau, ils voyaient les reflets. Ou la pyrite, que c'est la hématite, un miroir qui permettait à ces chamans de voir les reflets des phénomènes sans se faire de mal aux yeux. Ils se protégeaient. C'est-à-dire qu'ils étaient astucieux, ils imaginaient beaucoup, ils expérimentaient beaucoup, mais ils sont arrivés à perfectionner des choses incroyables
pour arriver à connaître 3 calendriers, les calendriers religieux des 260 jours dans l'année, les calendriers solaires des 365 jours dans l'année et les calendriers vénusiens associés avec la planète de Vénus, hein, des 584 jours dans l'année, perfectionnés plus tard par les Mayas. Mais la base de la connaissance de ces cumulus de sagesse, c'était les Olmecques. Une dalle qui date de l'an 30 ans avant Jésus-Christ de Tres Zapotes, de la dernière capitale. Les chiffres, les numéros, comment ils sont arrivés à utiliser l'écriture. En pierre, pas en papier, c'est l'écriture et c'est millénaire ça. Les archéologues courageusement continuent. Ils sont arrivés à trouver des statuettes, des sceaux qui étaient utilisés pour marquer le corps et décorer le corps avec des chiffres qui datent de 600 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'archéologie mexicaine évolue. Beaucoup de chercheurs du monde entier qui aident le Mexique pour évoluer. Et voilà l'écriture hiéroglyphique. L'écriture olmèque, les numéros, les cosmogrammes à gauche, nous avons la représentation des dessins qui sont notés en pierre sur les dalles, en pierre volcanique, basaltique. Regardez la croix du cosmos. Regardez la représentation de la tombée du ciel et les crochets et les griffes du jaguar. Regardez le système numérique vigésimal. Le numéro 0 qui est là a été inventé par les Mayas. Encore aujourd'hui, les archéologues mexicains et étrangers n'ont pas pu trouver le témoignage de l'utilisation des zéros par les Olmecques, mais la numération, le système numérique a été inventé et diffusé par les Olmecques à base de points et de barres. 1 point, 1, 2 barres, 2 points, 2, 3 points, 3, 4 points, 4, 1 barre, 5, 1 barre, 1 point, 6, et comme ça. Facile de compter, 2 barres, 10, 3 barres, 15, 3 barres, 4 points, numéro 19. Et la position était vigésimale. Il calculait, il multipliait par 20. 1 fois 20, 20 fois 20, 400 fois 20, 8000. Et comme ça, il multipliait pour construire des bâtiments, pour faire des calculs astronomiques, l'architecture, les mathématiques, l'algèbre, la géométrie, et regarder les inscriptions, appelées aussi les hiéroglyphes sur la droite, l'épigraphie, qui datent de 200 ans avant Jésus-Christ. Un personnage coiffé, un chaman, fier d'être coiffé et représentant la culture millénaire ancestrale olmèque avec beaucoup de chiffres. Et les Mayas ont pris l'idée pour améliorer tout ça, pour perfectionner tout ça. Mais la base a commencé avec les ancêtres de la culture olmèque. Et pour finir, voilà l'exposition que nous avons actuellement enfermée, endormie au musée de Quai Branly, hein, appelé les Olmecques et les cultures du Golfe du Mexique, qui est fermé à cause du Covid, mais on espère qu'au milieu de mois de mai, ça va rouvrir.